Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois de juin arrivant à sa fin, j'avais envie du coup de vous faire mon petit bilan lecture pour ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, il y a 8 lectures, donc je suis assez contente, j'ai quand même eu un mois de juin assez prolifique. Je vous en parle tout de suite. Avant toute chose, si vous entendez les cigales ou des bruits de voiture, je m'en excuse, c'est qu'en fait je peux plus tourner les fenêtres fermées et là c'est sauna chez moi. Voilà, je suis obligée de laisser un peu entrouvert pour avoir un filet d'air, donc voilà, je m'excuse d'avance s'il y a des bruits parasites sur la vidéo. Donc j'ai commencé le mois de juin par un thriller domestique. Il s'agit de Amitié assassine de Geneva Rose aux éditions XO. J'ai reçu ce livre de la part de la maison d'édition dans le cadre de mon travail. Et j'ai eu la chance de pouvoir le lire avant sa sortie, parce qu'il sortait donc le 8 juin, et moi j'ai commencé le mois de juin avec lui. J'avais lu de cette autrice Le mariage parfait l'année dernière, qui était aussi un thriller domestique que j'avais beaucoup aimé. Et j'avoue qu'avec Amitié assassine, elle a renouvelé mon engouement et c'est même mieux que l'avis que j'avais eu pour Mariage parfait. Alors ce livre est un peu un mélange de Desperate Housewives et de... comment ça s'appelle et des apparences. Voilà, je trouve pour moi, c'est un peu ce genre de mélange. Donc en fait on suit un groupe de femmes mariées à des hommes assez riches, assez influents dans leur petite ville. Et elles côtoient toutes un salon de beauté où elles se retrouvent, en fait, elles y vont très régulièrement pour les cheveux, les ongles, voilà, tout ce qui a un rapport avec leur apparence. Et en fait, on devine assez rapidement les caractères de chacune. Chaque chapitre est marqué en fait d'un prénom où on est du point de vue de la personne, donc on est souvent du point de vue des femmes, quasiment tout le temps. Et en fait on commence avec une sorte d'interrogatoire où la gérante du salon de beauté, à savoir Jenny, est interrogée par un policier et on apprend assez vite en fait qu'il s'est passé quelque chose, qu'il est arrivé quelque chose à une de ces femmes. Et on découvre donc la chronologie de cet événement, donc ça commence 6 mois avant à peu près et on arrive tout doucement à l'événement. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait un peu penser à Petit secret grand mensonge de Liane Moriarty dans la construction chronologique, dans le sens où on sait dès le début qu'il y a eu un drame, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui est la victime, et où dans le sens aussi on commence le roman quelques temps avant ce drame. Donc ça j'ai beaucoup aimé aussi la psychologie des personnages. Il y a une des personnages qui s'appelle Olivia que tu as envie de baffer continuellement, elle est vraiment insupportable cette femme. Et en fait voilà, on tourne autour de l'univers de ces femmes entre jalousie, rumeur, copinage, voilà, c'est vraiment tout ça. Et on a au milieu de ces femmes Jenny, donc qui s'occupe de son salon de beauté, qui est complètement perdue au milieu de ces histoires, qui elle la dépasse complètement. Elle essaie de garder un peu un certain recul, d'être se mettre en retrait. Mais voilà, elle va se retrouver quand même embarquée là-dedans et la fin est très bien. J'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé que c'était quand même assez machiavélique mais très cohérent avec l'histoire. Vraiment une bonne découverte, je vous le conseille grandement parce que vraiment moi j'ai passé un super moment de lecture avec ce livre. Ensuite, en lecture audio, j'ai écouté Tant que le café est encore chaud de Koshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre qui se passe au Japon, donc qui est traduit du Japon, où en fait on va suivre différentes personnes qui vont dans un petit café qui s'appelle le Funikuli Funikula, qui est un café qui paye pas de mine. L'extérieur est un petit peu austère, mais ce café a une particularité, c'est qu'il permet de remonter dans le temps. En fait, il vous suffit de vous installer à une certaine place, de consommer une certaine boisson chaude, de réunir les conditions et vous pouvez aller à la date que vous voulez dans le passé. Et donc on va suivre 4 personnes, donc ça est sous forme un peu de 4 gros chapitres, 4 personnes qui pour diverses raisons vont retourner dans le passé. Et à chaque fois, ces personnes en fait se connaissent ou sont dans la même sphère que les précédents. Voilà, ils ont tous des liens. C'est très émouvant, j'ai trouvé que c'était une lecture doudou, très agréable. En lecture audio, il fait que 5h30 je crois, après il est très court, il fait 230 pages. Donc vraiment j'ai passé un super moment de doudou avec ce livre. Si vous avez envie de passer une lecture douce, une lecture reposante, pleine de... Voilà, comme si vous vous enveloppiez dans une couette. Oui, je sais, au vu de la saison, c'est pas la meilleure comparaison. Mais comme si vous étiez entouré d'un gros nounours qui vous fait un câlin. Voilà, moi c'est l'impression que j'ai eue avec ce livre. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui était sorti, mais actuellement que en grand format.
je pense que pourquoi pas me prendre le poche quand il sortira pour découvrir la suite des destins de ces personnes qui vont funiculi funicula. Ensuite, j'ai lu Animae, tome 1, Le Réveil, de l'autrice Lynn Fox. Donc c'est un livre auto-édité. Lynn Fox est une personne que j'apprécie beaucoup et que je connais un petit peu. On s'est rencontrés, on a travaillé ensemble pendant quelques temps. Et quand j'ai appris qu'elle avait sorti un livre fantastique avec des guerriers, non c'est fantasy plutôt, j'ai eu très envie de le lire. Alors j'ai mis un peu de temps parce que j'ai reçu le livre au mois de novembre et je l'ai lu que début juin. En fait je voulais me le garder parce qu'il était prévu qu'elle vienne faire une dédicace dans le magasin où je travaille, dans la librairie, et finalement ça s'est pas fait, donc je me suis dit bah tant pis, tu as quand même prévu de le lire là, lis-le. En fait je voulais le lire au plus proche de sa venue pour avoir vraiment toute l'histoire bien fraîche dans mon esprit, parce que comme je suis un poisson rouge, hein. Mais voilà, donc je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. On va suivre deux personnages principalement. On est au royaume d'Alquilon. Il s'est précisé que c'est 592e rayon de l'ère païenne. Voilà, au royaume d'Ascadie. Donc en fait c'est un univers fantasy. On suit Gareth et Roy qui sont les fils du roi du royaume d'Alquilon. Et en fait la particularité de ce royaume c'est qu'il vit depuis 15-20 ans une guerre contre les Sombres qui sont des espèces de créatures. Moi je les ai beaucoup assimilées à l'espèce d'alien dans Alien. Une espèce de machin comme ça avec ses dents. Pour moi ils ressemblent un peu à ça les Sombres. Voilà, c'est franchement pas glamour. Et en fait, il commence à être un peu désarmé face à cette guerre qui s'éternise parce que les Sombres ne cessent d'évoluer et ne cessent d'être plus forts. Gareth est le général des armées et suite à plusieurs événements, il va se retrouver à avoir comme mission d'aller retrouver la seule personne qui peut gérer un artefact qui va leur être confié. Et en fait, cet artefact peut leur permettre de lutter contre les Sombres. Et à côté de ça, on va suivre Roy, donc le cadet de la famille, qui lui est parti pour s'entraîner pour être un veilleur. Donc un veilleur, c'est un soldat d'élite. Dans les veilleurs, vous avez 4 catégories de soldats. Il y a les guérisseurs, les guerriers, les tacticiens et les assassins. Donc lui, il sait ce qu'il veut faire et donc il va s'entraîner dans ce camp pour devenir un veilleur. Et on va suivre leur destin à tous les deux. À côté de ça, la guerre qui continue à Alquillon. On suit également rapidement leur petite sœur, qui est la seule fille de la famille et qui doit répondre à ses devoirs de fille, mais elle s'ennuie en fait dans ce palais. Donc elle fait souvent des petites escapades dans la ville d'à côté. Et donc on va voir qu'elle aussi, je pense, va prendre une grande importance dans la suite, parce que là dans le premier tome, elle fait juste une action qui laisse présager qu'elle va être importante pour la suite. Donc je vous en dis pas plus, à part lisez-le. Voilà, pour l'instant, il n'est disponible que sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans ma la barre d'infos en bas. Il existe en brochet. Je confonds toujours brochet relié. C'est mon boulot, mais je les confonds. En fait, on est vraiment en collector avec à chaque en tête de chapitre, il y a des dragons et tout. Moi, je pense que quand je vais m'acheter le tome 2 en relié, je vais acheter le tome 1 aussi en relié pour avoir l'effet collection dans ma bibliothèque. Le tome 3 est écrit, l'autrice avait fait une campagne Ulule pour le financer, donc je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Vraiment, ça commence doucement, en fait, parce qu'elle met en place son univers et ça monte crescendo. Et vraiment, ça a été un plaisir de lire ce livre. Ensuite, dans le cadre d'une lecture commune, j'ai lu Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict aux éditions Charleston. C'est une lecture commune que j'ai faite avec les copines du club de lecture Les Papotages Livresques. Je vous avoue que c'était pas vraiment une lecture de saison parce que ça se passe à Noël, mais on devait le lire depuis un petit moment, depuis Noël à peu près. Et on s'était fixé comme date de dire bon allez, feu, on le lit pour le mois de juin, comme ça on pourra en parler. Donc dans ce livre, on va suivre Lily, donc qui est une jeune femme qui est couturière à Londres, qui a la particularité en fait elle est couturière mais en fait elle reproduit des modèles historiques pour des pièces de théâtre, pour des occasions particulières. Et en fait, elle a perdu sa maman, elle était assez jeune, il y a plus d'une quinzaine d'années, et elle vient de perdre sa tante qui l'a élevée en fait, qui est devenue sa mère adoptive. Et pour Noël, en fait, sa tante avait prévu un espèce de jeu de piste avec des énigmes sur 12 jours. Et en fait, avant de mourir, elle avait quand même pris les dispositions, le jeu d'énigmes va avoir lieu. Donc Lily doit retourner à Endgame, qui est une résidence dans la campagne, qu'elle a quittée du coup il y a des années après la mort de sa mère, parce que c'est elle qui a découvert le corps de sa mère dans le labyrinthe qui est dans le jardin de la résidence, du manoir.
Et elle n'a pas spécialement envie d'y retourner, on va pas se mentir. En plus, elle a des relations avec certains de ses cousins qui sont vraiment pas dingues. Et en fait, arrivée sur place, elle va devoir faire bonne figure et essayer de résoudre les énigmes, parce qu'à la clé, il y a le manoir. Donc voilà, c'est quand même un sacré enjeu. Et donc chaque jour, il y a une énigme que les participants doivent résoudre et gagner une clé pour à la fin avoir le plus de clés et gagner le manoir. Ils vont être coupés du monde complètement, c'est-à-dire que l'avocate qui gère tout ça va leur retirer leur téléphone. Ils ont un téléphone fixe mais qui est dans la chambre de la personne qui, ouais, la gouvernante, on va dire, la personne qui fait la cuisine, qui fait le ménage, voilà, elle encadre un peu le jeu aussi. Et en fait, tout ça va virer au cauchemar avec une première mort. Voilà, une des personnes va se retrouver assassinée. Et en fait, ça va être comment pour Lily survivre à ces 12 jours pour essayer de sortir vivante de ce manoir, de pas se faire assassiner et essayer de résoudre aussi le fin mot de l'histoire. Donc ça a été une bonne lecture. J'ai trouvé que c'était un petit peu long parce qu'on a quand même un chapitre dédié à chaque jour, que parfois c'était un peu redondant. Après c'était une bonne lecture, je trouvais que quand même l'auteur elle s'était quand même bien cassé la tête parce qu'elle a dû trouver des énigmes pour chaque jour. À côté de ça, il y a d'autres énigmes qui sont glissées dans le livre. En fait, elle a mis la chasse aux titres. Les titres 12 de mes romans policiers préférés sont cachés dans le livre, saurez-vous les retrouver? Alors moi j'en ai retrouvé qu'un, c'était un Agatha Christie. Après comme j'étais concentrée dans ma lecture, j'ai pas pu faire attention. Mais voilà, c'est vraiment un livre-jeu. Ça a été une bonne lecture, ça aurait été peut-être mieux, je pense, à Noël, mais je l'aurais vraiment fait trop tarder, je pense, à lire à Noël. Mais sinon, très contente de cette lecture. Ensuite, ma deuxième lecture audio du mois a été Américase. Oh, j'ai un morceau de tissu qui tombe du livre. Américase de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec aux éditions Le Cherche Midi. J'ai ce livre dans ma pile à lire depuis qu'il est sorti, donc ça fait presque 2 ans parce qu'il est sorti en poche America. Et en fait j'ai beaucoup aimé le premier tome, non pas le premier tome, le premier livre de ces deux auteurs qui était Alabama 1963. Et dans celui-ci on va suivre une jeune fille qui s'appelle Amy en juillet 1973 qui vit à Philadelphie. Et en fait, Amy, elle n'a pas une vie facile. Sa sœur est partie il y a 1 an, sa sœur Bonnie, qui a 19 ans, pour Los Angeles pour aller au manoir des Playmates. Et quelques temps avant le début de l'histoire de ce roman, elle a perdu quelqu'un de très cher dans des circonstances assez horribles, on va pas se mentir. Et donc en fait, un jour, Amy décide de prendre la route pour aller rejoindre sa sœur, qui lui manque beaucoup. Et donc elle va commencer par prendre le bus, puis par faire du stop. Tout au long de sa traversée, qui va durer quelques jours, elle le fait quand même assez vite le voyage entre Philadelphie et Los Angeles. Elle va faire des belles rencontres, elle va faire des mauvaises rencontres, mais à chaque fois c'est surtout des belles rencontres. Elle va aussi avoir sur sa route des personnes connues de la période en fait. Par exemple Bruce Springsteen, il y a aussi Ryan O'Neal, voilà, j'en cite certains. Elle va croiser un couple un peu particulier qui va vous faire penser à un autre couple célèbre. Donc voilà, on suit cette jeune fille de 12 ans et demi qui part à travers l'Amérique pour retrouver sa grande sœur. Et j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça beau parce que l'amour d'une petite sœur pour sa grande sœur, tout ce qu'elle est prête à faire pour la retrouver. Et j'ai beaucoup aimé la fin que j'ai trouvé, c'était ce que j'aurais voulu. En fait, c'était la fin que je voulais. À partir d'un certain fait, en fait, vous comprenez que ça va pas forcément se terminer comme le livre laisse présager au début. Et en fait, moi, c'était la fin idéale pour moi après cet événement. Donc vraiment, ça a été un bon moment de lecture. Il y a une petite référence à Alabama 1963 parce que certains des personnages citent un personnage qui était présent dans le livre précédent. Donc voilà, très belle découverte et j'ai hâte de lire du coup le nouveau que sont en train d'écrire les auteurs. En plus, dans la version audio, à la fin, il y avait un entretien avec les auteurs où ils pouvaient un peu parler de leur inspiration et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ensuite, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur un challenge que je voulais faire, à savoir un jour un livre pendant mes vacances. Donc j'avais fait une sélection de 7 livres poche en dessous des 200 pages. J'en ai 3 à vous présenter aujourd'hui et j'en ai un, c'est encore ma lecture en cours. Donc j'ai pas réussi le challenge en entier, mais je m'en doutais. De toute façon, j'avais pas trop d'illusions, je savais que j'arriverais pas à lire les 7. Mais j'en ai lu pour l'instant 3,5 et c'est la moitié, donc c'est déjà bien.
Donc, j'ai tout d'abord lu L'événement de Annie Ernaux aux éditions Folio. Annie Ernaux est l'autrice qui a eu donc le prix Nobel de littérature 2022. Je l'avais déjà lu avec Laplace il y a quelques années. Et j'avais ce livre dans ma pile à lire depuis l'année dernière. Donc je m'étais dit, vas-y, fonce, lis-le, il fait 130 pages. Donc en fait, c'est plutôt autobiographique je dirais. On suit Annie Ernaux qui est étudiante, qui a 23 ans, si je ne me trompe pas, qui en fait va se rendre compte qu'elle est enceinte. Et elle va se retrouver face à un problème de taille à cette période. Donc par contre, j'ai pas les années, je sais pas exactement quand ça se passe. Mais en fait, elle ne peut pas se faire avorter légalement parce que c'est interdit. La loi sur l'avortement n'est pas encore passée à ce moment-là. Et donc on va suivre le personnage, l'autrice, à la recherche d'une faiseuse d'ange qui pourrait l'aider à avorter de manière illégale, mais parce qu'elle ne veut absolument pas garder cet enfant. Elle n'est plus avec le père vit à Bordeaux je crois, alors qu'elle est à Paris, donc c'est quand même compliqué. Et elle surtout, elle veut continuer sa vie d'étudiante, donc elle a d'autres projets dans la vie que d'avoir un enfant aussi jeune. Et on va la suivre en fait dans cette recherche d'une faiseuse d'ange, comment ça va se passer. Elle soulève plein de questions en fait sur la mise en danger de la vie de ces femmes qui veulent avorter, parce que à l'époque c'était quand même très compliqué, c'était vraiment artisanal. Et elle nous met face aux doutes dont sont saisies ces femmes, dans le sens où elles savent qu'elles risquent leur vie, mais elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas être mères. Donc voilà, c'était une lecture intéressante. Après, encore une fois, l'écriture d'Annie Ernaux, j'ai du mal à rentrer dedans parce que déjà ses récits sont toujours très très courts et c'est bien écrit, mais c'est très simple dans le sens où elle fait pas il n'y a pas trop de description, voilà, c'est assez brut de décoffrage on va dire, mais voilà, c'était très intéressant à lire. Ensuite, dans la foulée, le même jour, j'ai lu L'affaire du Golden State Killer de William Thorpe aux éditions 10-18 en collaboration avec le magazine Society. Donc, dans ce livre, le journaliste revient sur un mystérieux assassin. Alors, ça a été d'abord un cambrioleur, un violeur, puis un assassin qui a frappé dans les alentours de Sacramento pendant une vingtaine d'années. Donc on revient sur cette affaire, il précise qu'il y a eu 13 meurtres, plus de 50 agressions, 200 cambriolages. 42 ans de traque. Donc en fait, dès que cet homme était pas identifié, mais qui sentait que l'étau de la police se resserrait autour de lui, hop, il changeait d'état. Ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de mal à le retrouver, mais grâce à l'acharnement d'enquêteurs, grâce à l'évolution technologique aussi des moyens mis à disposition des polices scientifiques, ils ont pu retrouver l'assassin. Et donc on découvre ce parcours qui fait que monter crescendo, qui commence par de simples cambriolages et qui finit par des assassinats, ça m'a fait froid dans le dos. Vraiment, ça m'a un peu angoissée même. Le soir je me suis dit ok, le mec il rentrait par les fenêtres, trucs comme ça, donc ouais, t'es pas confiant quand tu dors, tu vois, c'était un peu en mode c'est bon, tout va bien chez moi, je suis sécurisée. Mais voilà, c'était quand même intéressant de voir un peu la mécanique du journaliste, comment il a travaillé pour faire ce livre, comment il s'est renseigné et parler de ces personnes. Parce qu'au final, tout ce qui est enquêteur, journaliste, c'est pas ceux qu'on retient. Là, dans l'affaire du Golden State Killer, on va retenir le nom du meurtrier, on va retenir son nom donné par les journalistes. Mais les journalistes, les enquêteurs, on va pas forcément s'en rappeler dans l'histoire. Donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'il met en lumière le travail de ces personnes qui font ça quand même pour nous protéger et il met en avant aussi les difficultés auxquelles il met en avant aussi les difficultés auxquelles ces enquêteurs sont soumis, comme à l'époque la limite de la police scientifique, des découvertes, des innovations. Donc voilà, c'était très intéressant. Dans cette collection, il y a 2 autres titres dont je vous mettrai les photos ici, qui ont l'air également très bien faits et aussi également très documentés. Et enfin, le dernier que j'ai lu, il s'agit de Lire de Bernard Pivot et de Cécile Pivot aux éditions Le Livre de Poche. Donc ce livre fait 180 pages et en fait on va découvrir Cécile Pivot et Bernard Pivot à travers des thèmes. En fait ils répondent chacun à leur tour sur des thèmes bien précis. Donc vous avez par exemple un questionnement sur le confort de lecture, donc chacun apporte sa façon de faire. Il y a le rituel de lecture, choisir un livre, notre préférence pour le roman, voilà, c'est plein de petites choses hyper intéressantes. Ça m'a même inspiré une idée de vidéo ou pourquoi pas répondre à leurs questions moi. Voilà, je me suis dit ça peut être intéressant. Et en fait on voit vraiment les différences d'opinion entre le père et la fille. Le père qui lui
être lecteur a été son métier pendant très longtemps parce qu'il a quand même tenu des grandes émissions littéraires qui l'ont obligé à lire. Donc il explique que la lecture lui a pris énormément de temps, beaucoup sur sa vie de famille, et que c'est d'ailleurs étonnant que sa fille aime lire parce que ça aurait pu faire l'effet inverse et la dégoûter. Et on découvre du coup la vie de sa fille, ses habits lecture et sa façon qu'elle a d'être avec la lecture et les livres, et on découvre une façon différente en fait entre père et fille d'appréhender la lecture. Donc c'était très intéressant, vraiment un petit livre très intéressant qui est vraiment un plaisir à lire. Donc voilà pour mon bilan lecture de ce mois de juin. Ma lecture en cours fait partie de la sélection que j'avais fait, je vous la montrerai du coup le mois prochain. Vous de votre côté, est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Et qu'avez-vous lu de beau du coup pendant ce mois de juin? Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!